Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À suivre dans ce journal, les insuffisants rénaux de l'hôpital général de Yaoundé sont dans la tourmente et pour cause, depuis près de 2 semaines, le service d'hémodialyse de ce centre hospitalier tourne au ralenti. Annoncé pour mort, il serait en vie. Aboubakar Shekao, le numéro 1 de la secte islamique Boko Haram, vient de rendre publique une bande vidéo dans laquelle il affirme être en vie, mais une bande vidéo qui reste douteuse. Hors de nos frontières, inquiétante dérive du pouvoir en Égypte. Une nouvelle loi du pays peine donc les djihadistes de peine lourde, mais pour les journalistes qui contredisent les rapports gouvernementaux, la peine est également lourde. Voilà pour le sommaire, les détails c'est tout de suite. Bonsoir une fois de plus, mesdames, et bienvenue à ce journal sur Equinox Télévision. Cette note en ouverture de ce journal, le président de la République, Paul Biya, et son épouse ont quitté le Cameroun hier en fin de matinée pour un court séjour privé en Europe. Le couple présidentiel était accompagné entre autres du directeur du cabinet civil, Martin Belinga Eboutou, et du contre-amiral Joseph Tunda. Le dernier séjour privé du président Paul Biya remonte au 5 mars 2015. Paul Biya quitte le pays dans un contexte, rappelons-le, marqué par la guerre contre Boko Haram. Parlons de ces grincements de dents au menu de la construction de la route Tam-Tam Week-end, qui relie donc la route Tam-Tam Week-end au quartier Jouvence à Yaoundé. Eh bien, les populations déguerpies de cette route pour la construction demandent de l'indulgence des pouvoirs publics. Le reportage de Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. Les croix de Saint-André sont encore fraîches sur les murs. Elles portent la date du 14 août 2015 et annoncent des jours difficiles pour les propriétaires de ces maisons d'habitation. Ils disposent en effet de 7 jours, pas plus, pour libérer l'emprise de la route qui passe dans le coin. Une pilule difficile à avaler. On va faire comment, mon père? Les Français, que si on pouvait couper, on nous laisse quand même un petit maide. Quand on avait enlevé la partie, on croyait que ça devait rester, mais hier, ils sont venus entrer encore jusqu'à la maison. Et nous, nous sommes seuls, je n'ai pas de mari, c'est en pleine rentrée scolaire. On doit faire comment? Mais le gros problème reste celui de l'indemnisation. C'est un gros caillou dans la chaussure des propriétaires des maisons, dont la plupart ne disposent pas de titres fonciers. Nous supplions le gouvernement de nous donner un petit quelque chose pour qu'on puisse reconstruire après. On ne demande pas grand-chose, mais quand on casse les villageois, nous, on n'a pas besoin d'aller marcher. On veut bien le développement, c'est bon le goudron. On a tant sauté le goudron. Mais est-ce qu'ils vont donc nous laisser comme ça? Il faut tenir compte de ceux qui ont déjà passé plus d'une quarantaine d'années ici. Ouais, un peu. À l'époque, les gens d'ici n'ont pas eu de titre foncier. Quand vous voyez le mur, cette maison sera divisée presque en deux. Et de ce côté, vous voyez, ça entre encore presque à 10 mètres. Mais pour ceux qui sont en règle, la communauté urbaine de Yaoundé a pris l'engagement de les indemniser. Oui, on les a convoqués à la communauté urbaine mardi à 11h. Donc, ils se rendent là-bas avec leurs papiers et ils seront dédommagés. Parce que le gouvernement ne prend pas la chose de quelqu'un comme ça si tu es en règle. En plus des maisons d'habitation, plusieurs boutiques ont été marquées au rouge. Certains tenanciers n'ont pas attendu l'épuisement du délai de 7 jours qui ouvrira la voie à la descente musclée des engins destructeurs. Ils ont entrepris volontairement de libérer les lieux. Malgré la douleur qu'engendre ce déguerpissement, les populations saluent la construction de cette route qui va relier Tam-Tam Week-end à Jouvence. Nous sommes à cheval entre les arrondissements de Yaoundé 3 et Yaoundé 6. C'était très difficile. On a beaucoup souffert ici, parce que depuis un bon bout de temps, on n'accédait pas à la descente ici n'importe comment. Ça va nous faire vraiment que le quartier va devenir un très grand quartier. Je suis très heureux. Mais c'est une bonne chose si ça a repris, pourvu que ça ne s'arrête plus. Restons dans le même registre, mais cette fois à Douala, où les constructions anarchiques se portent plutôt bien. Ceci, malgré les multiples descentes sur le terrain du ministre du Développement urbain et de l'Habitat. Quasiment toutes les décisions prises par ces derniers pour améliorer le quotidien des populations de Douala sont restées donc sans position. Eh bien, quoi qu'il arrive, dans ces multiples descentes de Jean-Claude Boinchou, tentative de réponse avec Étienne Pascal Azégui.
Dès le 6 juillet, toutes les constructions qui sont faites dans les zones non édificantes, qui sont faites sur les drains, puissent être déguerpies. Il n'y aura pas d'état d'âme. Ainsi s'exprimait Jean-Claude Mwenchou lors de la descente de la commission mixte interministérielle venue s'enquérir de la situation au lendemain des inondations survenues les 19 et 20 juin 2015 dans la ville de Douala. Le ministre du Développement urbain et de l'Habitat semblait alors sonner la fin de la récréation de l'anarchie qui existe dans l'occupation des sols à Douala que non, car l'opération de déguerpissement et de destruction des habitations construites sur les lits des drains, initiée par la communauté urbaine de Douala, n'est pas allée jusqu'à son terme. Et ce n'est pas la première fois qu'une décision du ministre du Développement urbain et de l'Habitat est ignorée par la communauté urbaine. L'exemple le plus patent de cette désobéissance est ce bâtiment de plusieurs niveaux qui trône toujours majestueusement sur une zone à risque au quartier Makepe-Misoké dans l'arrondissement de Douala 5e, alors que ce membre du gouvernement avait exigé sa démolition. C'est le même sort qui a été réservé au projet Sawabish, un projet qui tenait pourtant à cœur au même ministre qui avait pourtant donné des instructions à la communauté urbaine de Douala lors d'une visite de travail effectuée en février 2012. À quoi servent donc aujourd'hui ces multiples visites, dit-on, de travail effectuées par Jean-Claude Mwenchou dans la ville de Douala si celles-ci ne concourent pas à l'embellissement des espaces urbains ou alors à la construction des logements sociaux pour le bien-être des populations, tel que cela découle de ces missions régaliennes. L'on a plutôt envie de conclure qu'il s'agit plus de la villégiature que des visites de travail que le ministre du Développement urbain et de l'Habitat a coutume d'effectuer dans la ville de Douala. Et la ville de Bamenda, dans la région du nord-ouest, a les pieds dans l'eau. Les multiples pluies et fortes qui s'abattent dans ces localités depuis quelques jours ont causé la mort d'un enfant de 5 ans et détruit plusieurs maisons d'habitation. Les populations déplorent l'absence des drains et des rigoles qui devraient permettre de canaliser ces eaux de pluie. Le reportage de Johnny Edmonds et Julingué. Des maisons d'habitation détruites par les eaux de pluie. Des populations obligées d'effectuer la traversée à pied ou encore sur le dos des bénévoles en échange de quelques pièces de francs CFA. La saison de pluie dicte sa loi dans les localités de Bamenda 2 et Bamenda 3. Les quartiers les plus touchés par les inondations sont Maëlfort, Ntazen, Moulang, Tanka, Ntatourou et Maël 6 Mankon, où un enfant aurait trouvé la mort par noyade. Ce drame a provoqué le courroux des populations. Ces dernières déplorent le laxisme des autorités de la ville. C'est admissible que l'enfant vienne tomber à côté de l'eau et c'est après qu'on vient constater. On vient constater que l'enfant est tombé dans l'eau. Ça présente mal. Et alors qu'ils sont là pour travailler, tout. On dit que les cadastres sont là pourquoi? Il faut qu'avant de donner le terrain des gens, en prenant l'argent, il faut qu'il doit faire enquête. Il faut qu'il doit descendre sur le terrain pour regarder la vie des gens. Parmi les facteurs qui concourent à aggraver les risques d'inondation dans cette localité, on peut citer, entre autres, l'absence des drains et la vétusté des ponts. Nous avons constaté que si les autorités ne prennent pas des mesures sérieuses, nous, à Bamenda, nous sommes vraiment en danger. Ces inondations ont déjà fait un mort, plusieurs sans-abri et des déplacés. Les habitants victimes de ce phénomène espèrent une prompte réaction des autorités compétentes. Parlons à présent de lutte contre l'insécurité dans la région de l'Ouest. Les mesures de sécurité s'intensifient. Les agences de voyage et les bus de transport qui traversent la ville de Bafang sont donc la cible des autorités en charge du transport dans cette partie de la ville. Ces autorités effectuent depuis quelques jours des visites systématiques et même des contrôles lors de chaque déplacement. Le reportage de Sandrine Yamga. Entrée de la ville de Bafang, région de l'Ouest Cameroun. 2 jeunes menottés et installés dans un car de police. Vous vous amusez, même les animaux marchent avec leur carte maintenant.
Défaut de carte nationale d'identité, c'est le motif pour lequel ils s'y sont retrouvés. Ils ont été interceptés lors des contrôles qui se sont accentués, notamment dans les cas de transport et les agences de voyage. Tout est passé au peigne fin, au point où ce médecin traditionnel devra faire le voyage sans ce couteau, son matériel de travail. Les autorités en charge des transports dans le département du Onkam disent appliquer les recommandations du ministère de tutelle. Nous sommes appelés donc de travailler en collaboration avec les responsables des gens voyage, avec les responsables des gares routiers, pour voir en sorte qu'on fouille tous les passagers, on fouille les bagages, la fouille systématique, pour voir s'ils ne portent pas de produits dangereux, ils ne portent pas des armes pour créer des ennuis sur l'axe lourd. Nous sommes aussi appelés de contrôler toutes les pièces de la voiture, l'état physique de la voiture, contrôler les cartes grises et les sous-charges. Et après cette phase, on va aussi faire la descente sur le terrain pour voir comment les choses vont bien se passer. Soumis quelquefois à la marche à pied, le temps de procéder aux fouilles, les usagers affirment ne pas trouver d'inconvénient à ce dispositif. Mais nous pouvons quand même dire que nous apprécions déjà ce que les forces publiques font pour essayer d'installer la sécurité un peu partout dans le pays. Merci. Non, je pense que c'est une très bonne chose. Il faut multiplier ce genre d'actions pour dissuader des éventuels perturbateurs de quiétude sociale. Oui, je sors de Konsamba et je m'en vais sur Bafia. Je suis vraiment satisfait par le contrôle qui se passe là en route parce qu'on ne sait pas d'où l'ennemi ou le danger peut venir. Ces passagers qui se plient davantage lorsqu'ils sont face à des policiers ou des autorités. Avant les arrivées, nous avions pu encaisser beaucoup de résistance de la part des usagers. Les passagers n'aimeraient pas, n'entendent pas d'un seul oreille qu'on fouille les bagages, ni le colis qui viennent expédier. Parce que ce soit les sacs de bananes, les sacs de macabo, les sacs de maïs, les passagers n'aimeraient pas qu'on fouille. Alors nous les forçons pour le faire. À Bafin en particulier et à l'ouest en général, les autorités déclarent ne pas vouloir baisser la garde. Il faut fouiller dans les coins et recoins, on ne sait jamais. Et dans le même registre, une approche participative et populaire dans la lutte contre Boko Haram. Des comités de vigilance rassemblant plusieurs quartiers de l'arrondissement des boulevards 1er viennent d'être installés pour assurer la sécurité des populations dans cette partie du pays. Une initiative du sous-préfet de cet arrondissement qui, dans une logique de quadrillage, tente de rassurer les populations. Le reportage de Roger Takala et Eric Martial Ndjomo. Dans cette logique de dispositif araignée, tous les quartiers de l'arrondissement des boulevards 1er seront couverts par les membres des comités de vigilance. Ces derniers ne sont autres que des jeunes hommes issus de ces quartiers et choisis pour leur probité morale. Nous n'attendons pas un salaire quelconque, nous savons que c'est d'abord pour nous, c'est pour notre quartier, ça nous sécurise d'abord. Ce n'est pas une histoire de récompense quelconque. La confiance n'excluant pas la méfiance, ces membres des comités de vigilance ont été appelés à afficher des comportements responsables et à respecter la loi. Des prescriptions émanant du sous-préfet de l'arrondissement des boulevards 1er, ceci pour éviter toute dérive. Les populations ont elles aussi été sensibilisées sur la nécessité de collaborer pleinement avec les nouveaux auxiliaires de sécurité. Ce n'est pas pour dire que parce qu'on a installé les comités de vigilance, les populations doivent se retirer dans les circuits de renseignement. Non, les populations sont conscientes. On a demandé à tout le monde de participer activement parce que c'est la contribution, c'est les informations que les populations vont fournir qui va nous permettre de lutter contre l'ennemi invisible et de lutter contre l'insécurité. Pour faciliter leur travail, les membres du comité de vigilance ont énuméré des besoins allant des moyens de communication à l'éclairage public en passant par l'entretien de la voirie dans l'arrondissement. Les membres de ces comités devront être identifiables, d'où la promesse faite de leur confectionner des badges dans les jours à venir. Toujours parlant de la lutte contre Boko Haram, plusieurs mois après sa création, la force multinationale mixte n'est pas rentrée dans sa phase opérationnelle. Quelles en sont les raisons et surtout quelles sont les perspectives de cette force multinationale? Tentative de réponse dans ce reportage d'Éligé Borba et Guizogo. La force multinationale mixte, dont l'objectif est de lutter contre Boko Haram, n'est pas toujours entrée dans sa phase opérationnelle plusieurs mois après sa création.
Il y a deux blocages. Le premier blocage est financier. Le deuxième blocage est d'ordre logistique. Il faudra mobiliser non seulement des hélicoptères de combat, toute la logistique allant, que ce soit les chars de combat et autres. Peut-être faut-il s'attendre à ce que les choses s'accélèrent avec la nomination des responsables camerounais dans cette force et l'autorisation du déploiement des soldats. Puisqu'on a mis en place l'état-major qui est basé à N'Djamena au Tchad, également le haut commandement, que ce soit le commandement qui est nigérian, que ce soit le commandant second qui est camerounais. Donc on voit peu à peu les choses bouger et il faudra s'attendre d'ici le mois de septembre à la mise en place effective de cette force avec la désignation des différents responsables qui échouent au Tchad et au Niger. Il y a aussi la question de la résolution des Nations Unies censée accompagner la mise en place de cette force qui reste en suspens. Il y a une initiative qui doit être pilotée par les Nations Unies et qui doit déboucher sur l'adoption d'une résolution. Une résolution qui sera décrétée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et à ce niveau, il y a un peu de blocage d'ordre administratif. Il faudra qu'au niveau de la diplomatie, que les choses bougent. Il faudrait transmettre d'abord le projet de résolution aux Nations Unies. Il faudrait travailler au niveau de la diplomatie pour que le projet soit adopté. Cette résolution, pour autant, n'est pas la condition sine qua non pour l'entrée en vigueur de la force multinationale mixte. Si on se base sur le droit international, notamment le chapitre 8 de la Charte des Nations Unies, les Nations Unies ont prévu que les regroupements régionaux puissent procéder eux-mêmes dans leur surface géopolitique. Dans le cas d'espèce, l'Union africaine a eu à donner mandat aux pays de la sous-région, en l'occurrence les pays de la CBLT, de mettre en place une force pour lutter contre Boko Haram. Tout au plus, elle devrait permettre à la force multinationale mixte de bénéficier d'un soutien conséquent de la communauté internationale. Le projet pourra peut-être venir plus tard, mais pour le moment, les pays de la sous-région sont décidés à saisir cette occasion pour montrer véritablement que les Africains eux-mêmes peuvent résoudre leurs problèmes. C'était le cas déjà en Centrafrique avec la mise en place de la MISCA. C'est maintenant le cas avec la mise en place de cette force multinationale mixte. Somme toute, un soutien qui est loin d'être négligeable, d'autant que le financement de la force multinationale mixte n'est pas une sinécure. Et nous le disions en titre annoncé pour mort, il serait bel et bien en vie. Aboubakar Shekau continue de faire parler de lui. Le numéro 1 de la secte islamique Boko Haram, annoncé pour mort, est l'auteur d'une vidéo, d'un son audio publié dimanche dernier. Dans cette bande dont l'authenticité reste cependant à prouver, le numéro 1 de la secte islamique Boko Haram annonce être bel et bien en vie et condamne certains chefs d'État en promettant la victoire des siens. Le reportage d'Éric Martial Ndjomo. 8 minutes, c'est le temps que dure cet élément sonore qui, selon les spécialistes, aurait été enregistré 48 heures avant. Dans l'élément en question, le leader de Boko Haram annonce qu'il est bel et bien vivant et promet de continuer à sévir. Pour la première fois, Shekau se proclame président de l'État islamique. Un État qui, selon lui, continue à gagner du terrain. Shekau parle aussi de Idriss Déby Itno, qu'il qualifie de tyran et surtout de menteur, tout comme Mouhamadou Bouhari. Aboubakar Shekau, faut-il le rappeler, n'est plus apparu sur les écrans depuis plusieurs mois déjà. Et justifie cela par le fait qu'il était quelque peu souffrant. Ce qui jette un doute sur cet élément sonore. La semaine dernière, le président tchadien Idriss Déby annonçait la mort probable du leader islamique. C'est donc probablement pour contredire ses déclarations que cet élément a été enregistré. Seulement, des spécialistes remettent en doute l'attribution de la voix à Shekau. Des zones d'ombre qui persistent et font de Shekau, mort ou vivant, un élément qui crée la psychose. En santé, les insuffisants rénaux de l'hôpital général de Douala sont dans la tourmente et pour cause, depuis près de 2 semaines, le service d'hémodialyse de ce centre hospitalier tourne au ralenti du fait de la rupture de stock du matériel de dialyse. Le reportage de Georges Mitterrand-Dame et Flavien Dongo. À l'hôpital général de Douala, les malades de l'insuffisance rénale perdent progressivement l'espoir de vivre. Ils ont vu leur séance d'hémodialyse passer de 2 à 1 seule séance par semaine. Il y a pénurie au niveau des consommables de dialyse
pénurie de ce que nous appelons les kits de dialyse, les lignes et les reins. L'hôpital est en rupture de stock. Cette situation qui dure environ 2 semaines n'est pas que le problème du centre de Douala. Selon des sources, les patients d'autres régions sont dans la tourmente. Les malades s'insurgent parce que leur vie se dégrade. Il est question qu'on nous amène à faire une séance. Une séance, c'est insuffisant pour notre mode de vie. Ça met les malades en danger, et pas n'importe quel danger, en danger de mort. La direction de l'hôpital général, qui donne l'impression d'être surprise par le calvaire des patients, pointe du doigt la lenteur des fournisseurs de kits. Les insuffisants rénaux sont donc exposés à des risques énormes. Cette accumulation de déchets dans le corps entraîne tout simplement vers la mort. Il n'y a pas 36 choses. Et si le malade reste plusieurs jours sans faire sa dialyse, il se met en danger de mort et rien d'autre. Selon certaines indiscrétions, une patiente de l'insuffisance rénale aurait décédé à la suite de toute cette pression. Pour l'heure, les responsables de l'hôpital général de Douala continuent de garder leur mutisme face à la dégradation de la vie des insuffisants rénaux qui pensent que leurs jours sont désormais comptés. Maintenant qu'il y a la pénurie, on a ramené à une seule séance par semaine par malade. Et même cette séance-là, pour le moment, on n'a pas toutes les garanties dans sa phase terminale actuelle. Il faudrait au minimum des minimums 2 séances. Par ailleurs, les membres de l'association des insuffisants rénaux suggèrent à l'État de voir le côté transplantation au Cameroun, ce qui permettrait de sauver des vies des personnes victimes de l'insuffisance rénale. Hors de nos frontières à présent, en Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé annonce la création de son parti politique. Son mouvement, baptisé le Congrès panafricain des jeunes patriotes, COJEP, est transformé en parti politique. Dans un communiqué envoyé depuis sa cellule à La Haye, l'ancien leader des jeunes patriotes affirme que le nouveau parti se battra pour le maintien de la paix en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé affirme qu'il ne se présentera pas à la présidentielle d'octobre prochain. Il appelle le gouvernement et l'opposition ivoirien au dialogue et à des élections paisibles. Charles Blé Goudé, leader du Congrès des jeunes patriotes, entend toujours son procès à la Cour pénale internationale. Toujours hors de nos frontières, parlons de ce crash d'un avion indonésien. Plus de 24 heures après le crash d'un ATR 142, des débris d'avion ont été repérés. Des restes localisés dans une région montagneuse d'Indonésie. Une équipe de secours est attendue dans la zone. On le rappelle, 54 personnes sont toujours portées disparues. Des précisions avec nos confrères de France 24. Les équipes de secours sont en route. Des débris ont été retrouvés dans une région montagneuse isolée d'Indonésie. Mais pour le moment, aucune confirmation officielle qu'il s'agit bien là de l'appareil de la compagnie Trigana Air. On n'a encore rien découvert, on a seulement un signal d'emplacement. La durée des recherches dépendra de la météo, mais la chose importante est que nous avons l'emplacement approximatif et nous allons donc recentrer notre recherche dans cette zone. Parti de Jayapura, l'appareil devait relier la ville d'Oxibil. À son bord, 54 personnes, dont 5 enfants. Le pilote avait demandé la permission d'effectuer une descente, mais 10 minutes avant d'arriver à destination, l'appareil disparaît des écrans radars. La compagnie indonésienne Trigana Air effectue des vols intérieurs. Elle figure sur une liste noire l'interdisant de vol dans l'Union européenne. D'après les autorités indonésiennes, les mauvaises conditions météorologiques pourraient être à l'origine de ce crash. Toujours hors de nos frontières, c'est une inquiétante dérive au pouvoir, nous le disions en Égypte. Le pays vient de durcir sa législation antiterroriste. Une nouvelle loi prévoit des peines plus lourdes contre les djihadistes, mais aussi contre les journalistes qui contestent le pouvoir donc, du gouvernement. Plus de précisions avec nos confrères de France 24, une fois de plus. Dimanche soir, la loi controversée renforce un peu plus l'arsenal de l'État face au terrorisme. Mais elle permet aussi, selon ses détracteurs, de museler l'opposition. Le texte prévoit la mise en place de tribunaux spécialisés dans les procès terroristes et offre une protection légale accrue pour policiers et militaires. Autre point, le durcissement des peines. 10 ans pour appartenance à un groupe djihadiste, la perpétuité ou 25 ans pour son financement et la peine de mort pour les leaders de groupes terroristes. Enfin, diffuser des informations contraires aux bilans officiels est maintenant passible d'une lourde amende, jusqu'à 58 000 €. La loi prévoyait même une peine de prison pour les journalistes dissidents avant que les législateurs égyptiens ne plient face à une contestation générale.
Pour beaucoup, ce texte constitue une attaque contre la liberté d'expression et pourrait permettre au pouvoir d'intimider les médias. Mais le gouvernement égyptien juge ces nouvelles mesures nécessaires face aux récentes vagues d'attentats. Fin juin, une attaque à la voiture piégée tuait le procureur général d'Égypte. Quelques jours plus tard, une série d'incursions djihadistes contre des positions militaires dans la péninsule du Sinaï faisait plus de 20 morts côté égyptien. Al-Sisi avait alors promis d'intensifier la répression contre le terrorisme. De la publi-information dans ce journal, la Dal Kingsman Academy célèbre ses lauréats. Les étudiants de cette institution universitaire, composée de 45% enseignants étrangers, ont reçu leur parchemin des mains du promoteur. L'Institut supérieur Dal Kingsman est le fruit de la coopération camerouno-américaine qui offre aux apprenants des possibilités de s'insérer dans le monde de l'emploi, tant sur le plan national qu'international. Reportage. C'est devant un parterre important d'invités, de parents et de responsables de l'administration que les lauréats des promotions 2010, 2011, 2012 et 2013 du Dal Kingsman Academy ont reçu leur parchemin des mains des hauts cadres du ministère de l'Enseignement supérieur. Des diplômes en système LMD qui ont la particularité de réunir les réalités francophones et anglo-saxons. Ils auront le privilège que tout étudiant américain a. C'est d'abord ça, ce privilège-là. Et les diplômes ne prouvent pas, ne disent pas que, ne montrent pas qu'ils ont fréquenté au Cameroun. Ce sont des diplômes comme s'ils étaient aux États-Unis. Et pendant la formation, nous avons amené, notre agrément stipule que 45% des cours doivent être donnés par les enseignants étrangers. Et nous avions rempli toutes ces conditions. C'est pour cela qu'ils ont donné les diplômes. L'Institut supérieur Dal Kingsman est le fruit de la coopération Cameroun-États-Unis d'Amérique avec des diplômes au terme des formations décernées par le pendant américain de cet établissement. Les conditions d'admission sont purement américaines. C'est-à-dire que vous commencez d'abord par une formation d'anglais que nous offrons. Et puis après cette formation en anglais, vous rentrez dans le programme normal anglo-saxon, quoi. Mais l'avantage que vous avez en venant avec le bac, c'est que vous cassez déjà une année. Parce que le bac aux États-Unis, c'est 4 ans. La licence aux États-Unis, c'est 4 années. Mais ici, vous faites cela en 3 années, parce que vous venez déjà avec le bac. Étudiants et parents noyés dans ce dualisme culturel et académique en tirent le meilleur profit. Car à la pratique, une fois sortis du Dal Kingsman Academy, de nombreuses opportunités s'offrent à eux, tant sur le plan national qu'international, avec en bonus une réelle capacité à l'auto-emploi. Je suis content de cet établissement parce que mon fils Boukou Michel a été très bien formé. Il est paré, n'est-ce pas, non seulement pour chercher un emploi, mais pour également en créer. Il faut dire que l'enseignement, puisque c'est une institution d'origine américaine, l'enseignement est à la fois en français et en anglais. Bon, avec certaines méthodes, cette institution nous a permis d'apprendre un peu beaucoup plus l'anglais. Parce que bon, la majorité des Camerounais sont francophones ici à Douala. L'institution a intégré des cours en anglais spéciaux et nous avons pu nous adapter au système. Cet éventail de débouchés est aussi la résultante qualitative des filières offertes dans les départements de management, développement international et théologie. Il s'agit entre autres de la gestion des ressources humaines, du marketing, banque et finances, informatique et réseau, physiothérapie et kinésithérapie, gestion des projets, développement international, entrepreneuriat, innovation et stratégie. Des formations offertes en licence, master, doctorat et même PhD. Tout ceci dans un cadre propice. The opportunity to invest in a next generation of leaders is the kind of thing that I think anyone who cares about education and development is the kind of thing that gets people really excited. L'Institut supérieur Dal Kingsman est situé à la rue de l'hôpital général de Mbedi, face église évangélique. Seulement 4 années d'existence et déjà un bilan flatteur. En sport, avant de refermer ce journal, élection à la présidence de la FECAFOOT, les différents candidats rejettent l'option d'une liste consensuelle. C'est ce qui ressort d'une rencontre tenue en fin de semaine dernière dans les services du Premier ministre. Rencontre qui visait donc à trouver un accord entre les différentes parties engagées dans ces élections. Le reportage d'Emmanuel Diop et Ak Cyril. Que s'est-il réellement passé dans les services du Premier ministre, chef du gouvernement? Dans le camp des contestataires de la FECAFOOT, on parle de négociations pour sortir de la crise.
Nous avons des pourparlers avec nos amis d'en face. Nous sommes en train de regarder tous les problèmes pour essayer de faire dans le sens des élections apaisées. C'est nous-mêmes qui avons demandé que nous soyons en train de travailler sous l'autorité de l'État. La position des contestataires est partagée par les tenants actuels de la Fédération camerounaise de football, même si ces derniers y mettent un bémol. Oui, pour les négociations avec l'État, parce que nous respectons l'État, et c'est même sans notre volonté, mais non aux négociations de dupes. Selon des indiscrétions, il serait question d'une liste consensuelle avec Tombi Aroko Sidiki comme tête de liste et donc président de la FECAFOOT. Alioum Aladji, l'un des contestataires, serait le premier vice-président, tandis que le secrétariat général reviendrait à Abdourahmane Amadou, un autre contestataire. Et c'est à ce niveau que les pro-FECAFOOT parlent de contrat de dupe. On ne peut pas venir nous imposer Alioum Aladji premier vice-président. Ça veut dire tu en parles à toi, tu deviens même premier vice-président. Abdourahmane a été débouté par la cour d'appel à Gawa, le 28, comme président d'Étoile Filane. Il vient imposer pour être secrétaire général. C'est très grave ce qui se passe. D'où sortent ces noms de personnalités supposés intégrer le bureau directeur de la FECAFOOT. Bien malin qui pourrait répondre à cette question, en ce sens que dans le camp opposé, l'on affirme qu'il n'a pas été question pendant les échanges de proposer des noms. Je fais partie prenante de toutes ces négociations, de tous ces pourparlers. Je peux vous dire que jusqu'à ce jour, ce n'est pas le problème des postes qui nous préoccupe. Et peut-être que si demain on vous parlerait des postes, vous risquez d'être surpris par ce qu'apportera notre mouvance. L'Assemblée générale élective du président de la FECAFOOT est prévue à la fin du mois de septembre prochain. Au vu des prises de position des uns et des autres, rien n'indique que la fin de la crise est proche. C'est avec cette note de sport que nous mettons un terme à cette édition du 20h sur Equinox Télévision. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end à tous. Très bon début de semaine à tous.